Bonjour chers amis, très heureux de vous rencontrer dans cet autre instant culturel. Aujourd'hui, on va essayer de passer en revue quelques extraits de ce document classique qui s'intitule Le budget de l'État, qui fait partie de la série Que sais-je et aux presses universitaires de France. Auteurs Jean-Marie Cotterêt et Claude Emery. Alors pour commencer déjà, précisons que dans la conception classique du budget de l'État, l'idéologie libérale, c'est-à-dire qu'il est neutre par rapport à l'économie, en effet, la société libérale se caractérisait par le principe d'abstention de la puissance publique dans la vie sociale, en dehors des domaines où son intervention est indispensable à la garantie de l'ordre social, police, défense, justice, mais le budget de l'État ne dépassait guère 10% du revenu national. Pourtant, quand sous la Restauration, le baron lui présente son budget, il les prophétise: saluez ce milliard, messieurs, vous ne le verrez plus jamais. En effet, on constate que tous les budgets postérieurs dépasseront et très largement le plafond symbolique. Alors que l'idée même dominante était celle d'une neutralité totale du budget de l'État par rapport à l'économie nationale que l'on pouvait mesurer grâce à deux repères: le poids des finances publiques sur l'économie, c'est-à-dire le volume budgétaire, et le vide qu'elle crée ou qu'elle comble, c'est-à-dire leur solde. Le budget de l'État doit alors être aussi réduit qu'il est possible et n'intervenir sur l'économie d'aucune façon, directe ou indirecte. Cette équité implique un ensemble, ou plutôt impliquer un ensemble de règles qui se distinguent des budgets des particuliers dans un cas comme dans l'autre. On vise alors toujours l'équilibre. Cet équilibre comptable est d'autant plus facile à réaliser que la source essentielle des recettes réside dans l'impôt. Les financiers classiques résistent à la tentation de l'emprunt, considéré comme inutile compte tenu de l'absence d'investissement public et d'une stabilité monétaire qui répercute son poids sur les générations futures. Alors, depuis le passage de l'étape gendarme à l'étape providence, les choses ont changé. Et on a pu renverser complètement les déficits théoriques du budget par rapport à ce qui a été pratiqué précédemment. Il n'en a rien été puisque les règles dites classiques de l'équilibre budgétaire ont été le plus souvent conservées, mais de manière, je dirais, moins sérieuse, moins stricte, bien qu'aménagée. Mais si l'on observe l'évolution des budgets dans tous les États, quelle que soit leur nature, néolibérale ou socialiste, industrialisée ou sous-développée, on constate un accroissement continu des dépenses publiques qui a pu être érigé en loi sociologique par l'économiste allemand Wagner dès 1892. Alors, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, cet accroissement s'est poursuivi, amplifié, mais s'est doublé d'une transformation qualitative des budgets nationaux. En effet, l'État-providence, même s'il conserve un vêtement libéral, agit par l'intermédiaire du budget dans le cadre d'une économie concertée. L'État socialiste intègre le dirigisme économique dans les procédures budgétaires. Étant en voie de développement, nous pouvons dégager les conditions de son décollage économique que grâce aux interventions effectuées par la voie budgétaire. Alors, les interactions entre budget et économie sont donc devenues des constantes chez les gouvernements. Ne perdons jamais de vue ces relations, telles que celles qui existaient entre les prélèvements fiscaux et le pouvoir d'achat, les investissements publics et la relance de l'économie. Le ministre de l'économie et des finances spécule sur les manipulations monétaires pour financer le budget. Il utilise l'emprunt public comme ressource budgétaire en jouant sur la constante d'évaluation de la monnaie. Dès lors, évidemment, en 1986, il représente 21,7% du produit intérieur brut marchand par rapport à la France. Du coup, les règles autonomes qui lui sont propres tendent à s'estomper, tout au moins à changer de signification. Ainsi, le principe d'équilibre budgétaire remis à la mode en France dans les années 60 pour rappeler la période heureuse où la monnaie était stable et l'économie florissante n'a plus la valeur impérative d'autrefois. Les gouvernants peuvent s'appuyer politiquement sur le mythe de l'équilibre pour stimuler l'ardeur contributive des gouvernés en même temps que l'épargne, mais il n'en reste pas moins vrai que sur le plan économique,
l'équilibre budgétaire n'est réalisable qu'à condition d'un équilibre général de l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on observe actuellement? Actuellement, les exercices de stratégie budgétaire consistent à essayer de répondre aux 6 questions fondamentales auxquelles doivent répondre les responsables de la politique économique et sociale de chaque État. Ces questions sont: quels services et quels biens faut-il mettre gratuitement à la disposition des usagers et de la collectivité? Selon quelle technique convient-il de les produire? Quelles entreprises, quels ménages, quelle administration convient-il d'aider pour les dons, plutôt par des dons et des prêts? Quels agents doivent supporter les prélèvements obligatoires? Agents économiques. À qui faut-il emprunter? Quand et comment produire, subventionner, prêter, emprunter, procéder aux prélèvements obligatoires pour que la croissance économique s'effectue dans des conditions optimales. Donc un budget, actuellement, un budget moderne, doit répondre à ces 6 questions fondamentalement. Un certain nombre d'esquisses sont alors élaborées à l'horizon d'1 ou 2 années qui tiennent compte d'un certain nombre de contraintes, telles que les engagements pris, ainsi les 110 propositions pour la France, par exemple, qui ont constitué le programme électoral. Donc ça revient un petit peu en 1981, où la plateforme commune RPR-UDF pour les élections législatives mars 1986, l'évolution économique à court ou moyen terme, les ajustements rendus inévitables par la crise ou les tensions politiques internes ou internationales ont été les plus marquantes dans les choix budgétaires. Dès lors, le lien a été établi entre le budget et le plan. C'est pourquoi la relation entre plan et budget de l'État s'oppose parfois sur le terrain politique et dans les termes techniques. En effet, le plan sert le gouvernement à l'occasion de la négociation budgétaire. Il est un moyen de justification de la masse des crédits budgétaires et des choix dans leur affectation. Il peut servir également les partis d'opposition comme moyen de constater les décalages réels entre les objectifs tracés au départ et les réalisations budgétaires une fois les dépenses réalisées. Alors un petit mot sur la structure du budget, de l'examen de la physionomie d'un budget, c'est-à-dire le procédé de classement et de présentation des dépenses et des recettes de l'État. Donc dépend la connaissance que l'on peut en avoir. Or, la possibilité de connaître le budget, c'est-à-dire la bonne information de tous ceux qui désirent s'enquérir et de ce qu'ils prévoient, de ce qu'ils désirent, ce qu'il contient est fondamental. Grâce à elle, les organes administratifs chargés de son exécution ont quelques chances d'éviter les erreurs qu'implique un budget confus, mais surtout d'une présentation claire, rationnelle et précise des différentes masses budgétaires dépend toute l'efficacité du contrôle parlementaire et populaire. Ce dernier impératif d'essence démocratique pose de nombreux problèmes à l'époque contemporaine. En effet, le temps n'est plus où les parlementaires prenaient connaissance du budget dans son intégralité à travers quelques minces fascicules. Il ploie aujourd'hui sous le poids de quelques 25 000 pages de documents représentant une hauteur de 3,80 mètres et un poids proche du quintal. Cette prolifération de chiffres, de tableaux comptables et de textes leur permet de demeurer encore informés. Peuvent-ils recourir à l'essentiel quand nécessaire du citoyen à son niveau d'un budget? Alors cette définition large entend situer toutes les charges et les ressources de l'État, quelle qu'en soit la nature, dans un contexte économique. Par surcroît, elle permet d'effectuer une distinction entre la loi de finances initiale prévisionnelle, que le vocabulaire courant qualifie budget, et les lois de finances rectificatives éventuellement qui modifient en cours d'année les dispositions prévues dans les proportions parfois très importantes. Alors cette définition du budget est plus modeste et plus technique. Il est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent pour une année civile toutes les ressources et toutes les charges de l'État. Cette différence entre les notions de loi de finances et le budget se concrétise avant tout par la nature des ressources et des charges, mais elle recouvre essentiellement une distinction d'ordre technique. Et c'est pourquoi nous retiendrons la notion de budget dans son acception la plus courante et la plus classique. Au sein du projet de budget présenté au Parlement, 3 éléments essentiels doivent être aisément déchiffrables pour en faciliter la lisibilité. L'équilibre entre les charges et les ressources, la présentation des ressources et la ventilation des dépenses. À ce projet s'intègrent les budgets annexes et les comptes spéciaux du Trésor. Alors, s'agissant de l'équilibre budgétaire, l'évolution de la présentation de l'équilibre budgétaire reflète assez nettement
Le souci des gouvernants actuels de satisfaire au mythe d'un budget en équilibre au service d'une économie en expansion. On constate alors, à la lecture de la figure suivante, qu'il s'agit bien d'une présentation à la fois comptable et juridique. Comptable parce qu'elle dresse le bilan de l'ensemble des opérations budgétaires de l'État. Juridique passe par la distinction fondamentale entre les opérations à caractère définitif et les opérations à caractère provisoire. Les premières sont constituées par des dépenses définitives et non remboursables. Leur solde constitue le déficit budgétaire proprement dit. Les secondes sont constituées par les avances ou les prêts remboursables à moyen ou long terme. Si leur solde est souvent négatif, la charge qu'il implique n'est que temporaire. Le solde des opérations à caractère définitif ajouté au solde des opérations à caractère temporaire constitue le découvert budgétaire, terme plus noble qui a remplacé depuis quelques années celui d'impasse ou de déficit. Alors, de nos jours, on parle actuellement de budget fonctionnel. Alors que le budget de moyens est tourné vers le passé, le budget fonctionnel est tourné vers l'avenir. Certes, le terme fonctionnel fait référence aux résultats des différentes activités de l'administration, mais l'évaluation du coût de ces activités n'est pas fondée sur un état de fait antérieur. Elle repose au contraire sur l'estimation du prix à payer pour l'exécution d'un service déterminé. Dès lors, plus qu'un changement matériel de présentation des recettes et des dépenses, le budget fonctionnel implique une véritable transformation psychologique des divers acteurs. Ainsi, le fonctionnaire dépensier n'a pas à puiser dans tel ou tel chapitre du budget en se contentant de respecter des règles administratives et comptables pour faire fonctionner le service dont il a la charge, sans choix ni responsabilité. Le budget fonctionnel lui fixe un objectif, à lui de l'atteindre comme il le pourra, et au meilleur prix, au meilleur coût. Le fonctionnaire doit effectuer des choix et il est parallèlement investi de responsabilités. Alors, par cette méthode, on est en mesure d'avoir une vision synthétique des différentes interventions de l'État. Prenons l'exemple budget. Bon. Alors, l'exécution budgétaire est soumise bien sûr à des formes de contrôle. On distingue une typologie de contrôle. Il y a le contrôle a priori versus a posteriori, c'est-à-dire que le budget est contrôlé avant même de passer à son exécution. Et une autre forme de contrôle qui va comparer un peu les résultats par rapport aux objectifs fixés. On peut aussi évoquer une autre forme de typologie de contrôle, celle qui distingue un petit peu entre le contrôle administratif exécuté par les structures financières vis-à-vis des structures dépensières, le contrôle politique dont le principal est le contrôle parlementaire, et puis le contrôle juridictionnel qui est celui exécuté ou exercé par les instances de contrôle qui ont le caractère de juridiction. La Cour des comptes, par exemple. Alors, le contrôle politique est théoriquement le plus important. Il s'effectue de manière continue avant, pendant et après l'exécution des opérations budgétaires. Bien sûr, quand on parle ici de contrôle politique, c'est celui qui est généralement, principalement, exécuté, exercé par le Parlement. Et donc, on parle ici d'un contrôle avant, qui intervient à travers le vote de la loi de finances, et puis en cours, à travers le contrôle de l'action du gouvernement, et après, justement, quand on lui présente la loi de règlement et qu'il vérifie justement l'exécution de cette loi par rapport aux objectifs qui ont été fixés dans la loi de finances initiale. Le contrôle administratif reste encore confidentiel, bien qu'il est très intéressant sur le plan technique. Et puis le contrôle juridictionnel qui est parfois lent parce qu'il fait intervenir des mécanismes d'investigation et d'intervention qui n'est pas souvent systématique, mais sur échantillon, sur intervention un petit peu pas exhaustive, mais sélectionnée. Voilà, donc ici, il en résulte une grande difficulté d'harmonisation de ces contrôles. L'information devrait circuler de l'une à l'autre autorité sans rencontrer de barrières inutiles. Les autorités politiques devraient pouvoir compter sur une information des autorités juridictionnelles. Le contrôle administratif devrait préserver l'indépendance de l'administration sans pour autant rendre ses actions occultes. Et puis les autorités juridictionnelles devraient s'efforcer de juger
mais surtout de dégager des remèdes et des solutions à travers un contrôle d'audit. Merci de votre attention.